Mon père a poussé ma fille de 10 ans à table. Cette place est pour mon vrai petit enfant. Sors. Elle tomba devant tous. Silence. J'ai dit 4 mots. Ma mère lâcha son verre. Mon père pâlit. Mon père a jeté ma fille Chloé, 10 ans, hors de sa chaise à la table de Noël. Cette place est pour mon vrai petit enfant. Dehors. Elle a heurté le sol devant 14 membres de la famille. Et personne n'a bougé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai prononcé 4 mots. Ma mère Sylvie a laissé tomber son verre de vin. Mon père Gérard est devenu pâle. 3 jours plus tard, il a reçu une lettre recommandée et ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Je m'appelle Clara. J'ai 34 ans, je suis mère célibataire, infirmière aux urgences, et voici l'histoire de la façon dont j'ai arrêté de supplier ma famille pour avoir une place à leur table et comment j'ai commencé à construire la mienne. Maintenant, laissez-moi vous ramener au matin du 25 décembre, le jour où tout a changé. La plupart des matins commençaient de la même manière. 5h30 du matin dans une maisonnette de la taille d'un garage double, nichée derrière la maison de mes parents au 14, allée des Tilleuls, dans la région lyonnaise, je me tenais pieds nus sur le carrelage froid, versant du café dans la seule tasse qui n'était pas ébréchée. Tandis que le chauffage plainte crépitait et gémissait comme s'il était personnellement offensé par le mois de décembre. Chloé dormait encore dans la pièce voisine, elle avait 10 ans cet hiver-là. Ses cheveux bruns étaient étalés sur l'oreiller, un bras enroulé autour d'un ours en peluche si usé qu'on pouvait voir les coutures à travers son ventre. Elle avait cet ours depuis le jour où je l'ai ramené des services de l'aide sociale à l'enfance, ASE. Elle avait 3 ans, silencieuse, agrippant mon index comme si c'était la dernière chose solide au monde. 7 ans plus tard, elle n'était plus silencieuse. Elle dessinait constamment. Des oiseaux, des maisons, des familles à table. Elle lisait des livres avec 2 niveaux d'avance. Et toutes les quelques semaines, généralement à l'heure du coucher, elle me regardait et posait la même question, « Maman, est-ce que je suis vraiment à toi pour toujours ?» Chaque fois, je donnais la même réponse. Je payais 1100 € par mois à mon père pour vivre dans cette maisonnette. Un virement bancaire, le premier de chaque mois, sans exception. J'avais 84 captures d'écran sur mon téléphone. Chaque paiement horodaté remontait à 7 ans. Je les gardais parce que je suis infirmière aux urgences et les infirmières aux urgences documentent tout. C'est ce que nous faisons. Nous notons. Nous horodatons. Mon père disait qu'un bail n'était pas nécessaire. Nous sommes de la famille, me disait-il, nous n'avons pas besoin de papier. Je l'ai cru pendant 7 ans. J'ai besoin que vous vous souveniez de ce nombre, 84 paiements, car cela aura de l'importance plus tard. Noël chez les Lefebvre était une production, pas une fête, une production. Mon père l'a dirigé comme un homme qui avait passé 30 ans à gérer une agence bancaire et n'avait jamais appris à s'arrêter de gérer. Chaque année, la longue table en chêne était dressée pour 14 à 16 personnes. La belle porcelaine. Des serviettes en tissu pliées de manière architecturale. Un plan de table non écrit mais absolu. Gérard Lefebvre en tête. Ma mère Sylvie à sa gauche. Ma sœur aînée Sophie à sa droite, avec sa fille Manon à côté d'elle. Assez près de grand-père pour qu'il puisse lui couper sa viande et raconter à tout le monde à quel point elle était douée. Manon avait 8 ans. Elle s'asseyait avec les adultes. Chloé et moi étions assises à l'extrémité près de la porte de la cuisine, là où le courant d'air passait et où l'on pouvait entendre le lave-vaisselle tourner. Chaque année. Si vous vous demandez si le placement était accidentel, il ne l'était pas. Rien de ce que faisait mon père n'était accidentel. 2 jours avant Noël, ma mère a appelé. Non pas pour demander ce que Chloé voulait comme cadeau, non pas pour vérifier si Chloé avait grandi par rapport à la robe de l'année dernière. Elle a appelé pour dire, ne laisse pas Chloé porter quelque chose de trop voyant. Sophie vient d'acheter une nouvelle robe pour Manon, et tu sais comment Manon réagit si elle n'est pas le centre d'attention. J'ai pressé ma langue contre l'arrière de mes dents et j'ai dit, bien sûr, maman. Cette nuit-là, j'ai choisi un simple pull rouge pour Chloé. Elle s'est regardée dans le miroir de la salle de bain, a lissé le devant avec ses 2 paumes et m'a demandé, maman, est-ce que je peux m'asseoir à côté de Manon cette année à la grande table? Je lui ai dit que j'essaierais. J'aurais dû savoir à ce moment-là. Le plan de table ne concernait pas les chaises. Il s'agissait de savoir qui comptait. Et dans la maison de mon père, ma fille n'avait jamais compté.
Le jour de Noël, 16h17. Le ciel avait pris la couleur du ciment mouillé, et une fine neige tombait, le genre qui ne colle pas, mais qui donne à tout l'air d'être à l'intérieur d'une boule à neige, jolie et scellée. Chloé portait un morceau de papier roulé dans ses deux mains, tenu devant elle comme un cierge lors d'une procession religieuse. Elle y avait travaillé pendant 2 semaines, une peinture sur papier aquarelle épais intitulée Notre Noël en famille. Chaque personne de la famille dessinait à la gouache vive. Grand-père, grand-mère, tante Sophie, Manon, même arrière-grand-mère Jeanne dans son fauteuil roulant. Tout le monde souriant, tout le monde à la même table. Elle voulait le donner à mon père avant le dîner. Il nous a rencontrés à la porte d'entrée. La couronne de pain sentait fort. La lumière du porche donnait à la neige un air doré. Mon père a regardé Chloé, puis l'a dépassée. La façon dont vous regardez au-delà d'un meuble que vous avez cessé de remarquer. Il lui a fait un bref signe de tête. Pas de câlin. Pas de joyeux Noël, Chloé. Puis Manon a couru derrière lui et tout l'homme a changé. Il s'est accroupi, les bras grands ouverts. Voilà ma fille. Regarde cette robe. Tu es une princesse. Il a tenu Manon pendant 10 bonnes secondes. J'ai compté. À l'intérieur, Sophie disposait les marque-places sur la table en chêne. J'ai cherché le nom de Chloé. Il n'y était pas. La table principale avait 14 couverts. Contre le mur du fond, près de la porte de la cuisine, quelqu'un avait déplié une table de cartes en métal, le genre que l'on utilise pour le poker, et y avait mis une seule assiette, une seule fourchette, une serviette en papier, une seule chaise. Manon avait 8 ans et s'asseyait avec les adultes. Chloé avait 10 ans et était assise seule à une table de cartes derrière la porte de la cuisine. Je me suis penché vers ma mère dans le couloir. Maman, Chloé peut s'asseoir à la table principale, n'est-ce pas? Elle a 10 ans. Sylvie ne m'a pas regardé. Ne complique pas les choses, Clara. Le dîner était à moitié terminé lorsque c'est arrivé. J'avais regardé Chloé à travers l'embrasure de la cuisine, seule à cette table de cartes, mangeant tranquillement, sa peinture roulée à côté de son assiette parce qu'elle n'avait pas trouvé le bon moment pour la donner à mon père. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à la table principale où Manon riait de mon père coupant une seconde portion de jambon pour l'assiette de Manon tout en racontant une histoire sur son récital de danse classique. Alors Chloé s'est levée. Elle a pris sa peinture, s'est dirigée vers la table principale et s'est glissée sur la seule chaise vide, la place destinée à mon cousin Marc qui n'était pas venu. C'était à côté de moi. Elle s'est assise, a déroulé la peinture sur la nappe et a souri. J'ai fait ça pour tout le monde, a-t-elle dit. Mon père a posé son couteau à découper. Le silence ne s'est pas fait dans la pièce. Elle est devenue sous vide. 14 fourchettes ont cessé de bouger en même temps. Il s'est levé, a contourné la table et s'est tenu au-dessus de ma fille. Cette place est pour la famille. Sa voix était neutre, informative, comme s'il lisait une politique bancaire. Elle fait partie de la famille, papa, ai-je dit. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé Chloé. Cette place est pour mon vrai petit enfant. Dehors. Sa main s'est refermée sur l'épaule du pull rouge de Chloé. Il a tiré. Pas un coup de poing, pas une gifle, un coup sec, délibéré, comme on tire un chien d'un canapé. Le corps de Chloé s'est tordu. Les pieds de la chaise ont grincé. Elle est tombée du siège de côté et a heurté le parquet avec un bruit que j'entendrai pour le reste de ma vie. La peinture a atterri face contre terre à côté d'elle. 5 secondes de silence. Je les ai comptées de la même manière que je compte les secondes entre un accident et un code rouge aux urgences. 5 secondes complètes. 14 adultes. Personne ne s'est levé. Sylvie a regardé son assiette. Sophie a coupé un morceau de jambon. Chloé n'a pas crié. Elle m'a regardé du sol, les yeux écarquillés, et a chuchoté un seul mot, maman. Je ne me souviens pas de m'être levé. Je me souviens d'être debout. Je me souviens de la sensation de la serviette quittant mes genoux, du grincement de ma chaise, et puis j'étais déjà en mouvement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bondi. 7 ans de formation aux urgences vous font ça. Quand le pire se produit dans la pièce, vous ne criez pas. Vous agissez. Vos mains deviennent stables. Votre voix baisse. Je me suis accroupi, j'ai glissé mes bras sous Chloé et je l'ai soulevée. Elle tremblait,
de petits tremblements rapides, comme un enfant qui ne comprend pas ce qui vient de se passer, mais que son corps comprend. Je l'ai serré contre ma poitrine, une main sur l'arrière de sa tête. Puis j'ai regardé mon père. Il était toujours debout. Sa main était encore à moitié levée, les doigts ouverts, comme si le fantôme du pull de Chloé était toujours dans sa poigne. J'ai dit 4 mots. C'est fini pour nous. Derrière moi, j'ai entendu un claquement sec. Du verre sur du bois. Le verre de vin de ma mère avait glissé de sa main sur la table. Le vin rouge s'est étalé sur la nappe blanche comme une tache d'encre. Le visage de mon père est devenu de la couleur de la neige à l'extérieur. J'ai ramassé la peinture de Chloé par terre, j'ai pris nos manteaux dans le placard du couloir et je suis sorti par la porte d'entrée. Personne ne nous a suivis. La neige s'était intensifiée. Elle collait aux cils de Chloé. Elle a chuchoté dans mon cou, on rentre à la maison. On rentre chez nous, ai-je dit. Dans la voiture, le moteur tournant, le chauffage à fond, j'ai remonté l'arrière du pull de Chloé. Une marque rouge, s'assombrissant déjà, courait sur le bas de son dos là où elle avait heurté le pied de la chaise en tombant. J'ai pris 3 photos. Horodatage 25 décembre, 19h42. Puis je me suis assise dans l'allée de notre maisonnette pendant 10 minutes complètes, le moteur au ralenti, la neige s'accumulant sur le pare-brise, et j'ai pris 3 décisions qui allaient tout changer. À 21h ce soir-là, mon téléphone était devenu une arme pointée sur moi. 11 appels manqués, 23 messages textes. J'ai lu chacun d'eux et j'ai pris une capture d'écran de chacun d'eux parce que c'est ce que vous faites lorsque la manipulation mentale commence. Vous enregistrez les preuves avant que quelqu'un ne vous dise que cela n'est jamais arrivé. Ma mère Sylvie, tu as ruiné Noël. Ton père l'a à peine touché. Elle dramatise et toi aussi. Sophie, Chloé a glissé toute seule de la chaise. J'ai tout vu. Arrête de déformer ça en quelque chose que ça n'était pas. Ma tante Nicole, Gérard ne voulait pas dire ça. Il est sous beaucoup de stress. Reviens demain et excuse-toi. Sois la personne la plus raisonnable. 23 messages. Aucun d'eux ne demandait si Chloé allait bien. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir de la cuisine et j'ai fait couler un bain pour Chloé. Je me suis assise sur le couvercle des toilettes fermées et je lui ai lu 2 chapitres de son livre pendant que la salle de bain se remplissait de vapeur et de l'odeur du savon à la lavande qu'elle aimait. Elle était silencieuse, pas le silence effrayé du sol, un silence pensif. À l'heure du coucher, elle m'a regardé de son oreiller et a dit « Est-ce que papy est fâché parce que je ne suis pas vraiment à lui ?» J'ai brossé ses cheveux de son front. « Tu es vraiment à moi. C'est ça qui compte. » Elle s'est endormie en tenant l'ours usé à 2 bras. Je suis allé à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un document Google. Titre, Journal d'incident. Famille Lefebvre. Je suis resté assise jusqu'à 1h du matin, tapant chaque incident dont je pouvais me souvenir des 7 dernières années. Date, citation, qui était présent, chose dite à Chloé, chose dite à propos de Chloé quand elle était dans la pièce voisine. 7 ans de notes organisées par année. Je n'ai répondu à aucun message cette nuit-là. J'avais des preuves. C'était suffisant. 26 décembre, 8h14. Chloé dormait encore quand on a frappé. Pas un coup poli, la paume de la main contre la porte de la maisonnette, assez fort pour faire trembler la chaîne de sécurité. Je savais qui c'était avant de regarder par le Judas. Mon père se tenait sur le pas de la porte dans son bon par-dessus, son souffle s'envolant dans le froid. Pas de plat de gratin, pas de visage d'excuse. J'ai ouvert la porte de 15 cm et j'ai gardé mon corps entre lui et le couloir menant à la chambre de Chloé. Il n'a pas dit bonjour. Tu m'as embarrassé devant ma famille. Sa voix était la même que celle qu'il utilisait avec les caissiers qui s'étaient trompés dans le compte, contrôlée, sèche, mais avec un courant sous-jacent. Cette fille doit apprendre sa place. Et toi aussi. Elle s'appelle Chloé. J'ai dit qu'elle est ta petite fille, et tu as poussé un enfant. Je l'ai à peine touchée. Il s'est penché en avant. Elle n'est même pas de notre sang, Clara. Elle ne. Cette conversation est terminée. Ne reviens pas à cette porte tant que tu n'es pas prêt à t'excuser auprès de Chloé. J'ai fermé la porte. Verrou, chaîne. Il a frappé à nouveau, plus fort. Puis sa voix a traversé le bois. La façon dont le son traverse les murs d'hôpital à 3 heures du matin.
Étouffé mais indéniable. C'est ma propriété. Je peux venir quand je veux sur ma propre propriété. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert les mémos vocaux et je l'ai tenu à 15 cm de la porte. Il a continué pendant 47 secondes. 47 secondes de ma propriété, ma maison, pas de notre sang et ingrate. Je suis resté là, mon téléphone stable, comptant les secondes lentement comme je compte les compressions pendant un code. Horodatage. 26 décembre, 10h14. Il l'a appelé sa propriété. Je l'avais enregistré. Et quelque part au fond de mon esprit, une question que je n'avais jamais pensé à poser commençait à se former. À qui appartenait vraiment cette propriété? J'ai besoin que vous compreniez. Noël n'était pas la première fois. C'était juste la fois où il a utilisé ses mains. La cruauté avait toujours été là. Elle était juste plus silencieuse. Le genre que vous pouvez vous convaincre de ne pas remarquer si vous vous efforcez. Le 5e anniversaire de Chloé. Mon père l'a oublié. Pas oublié, comme les gens occupés oublient. Oublié de la façon dont vous oubliez quelque chose qui n'a jamais été sur votre calendrier. Le 5e anniversaire de Manon. 6 mois plus tard. Il a loué un château gonflable et une machine à graniter et a publié 11 photos sur Facebook avec la légende « Ma petite princesse à 5 ans ». Sophie recevait 3 000 € par an du fonds d'éducation de notre grand-mère. De l'argent que mémé Jeanne avait mis de côté pour tous ses arrière-petits-enfants. J'ai supposé que Chloé était incluse. Je n'ai jamais vérifié. Cela aurait de l'importance plus tard. Quand j'ai adopté Chloé, j'avais 27 ans, j'étais célibataire, je sortais juste de l'école d'infirmière avec 40 000 € de dettes étudiantes et un appartement d'une chambre qui sentait le restaurant en dessous. La réaction de ma famille n'était pas ce à quoi les brochures vous préparent. Mon père, au moins, épouse quelqu'un d'abord. Sophie, tu vas ruiner ta vie. Ma mère, plus silencieuse, mais pire, et si elle a des problèmes? Elle parlait de Chloé. L'année où Chloé a eu 6 ans, ma mère a dit devant Chloé lors du dîner de Thanksgiving, entre la sauce au canneberge et les haricots verts, eh bien, elle ne nous ressemble pas, n'est-ce pas? Je n'ai rien dit. J'ai coupé ma dinde et je n'ai rien dit parce que je vivais dans la maisonnette de mon père, je payais le loyer de mon père, et j'étais terrifié que si je faisais du bruit, Chloé perdrait la seule famille élargie qu'elle avait. 7 ans, 84 paiements de loyer. Je pensais que j'achetais une place à Chloé dans cette famille, mais vous ne pouvez pas acheter une place à une table où vous n'avez jamais été la bienvenue. Vous ne faites que payer pour le privilège d'être toléré. Et j'étais tellement occupé à payer que j'ai oublié de vérifier qui était réellement propriétaire de la maison. 27 décembre, j'ai appelé mémé Jeanne. Elle vivait à la résidence Les Jardins de Séquoia, à 40 minutes à l'est, dans une seule pièce avec une courte pointe sur le lit et 3 décennies de photos d'école sur le mur. 82 ans, des mains arthritiques, un esprit vif et le genre d'autorité tranquille qui vient d'avoir enseigné à des élèves de 3e année pendant 30 ans. Elle n'avait jamais eu besoin d'élever la voix car chaque enfant dans la pièce savait déjà qu'elle était sérieuse. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Tout. La table de cartes, la chaise, le sol, le bruit. Elle est restée silencieuse. Pas le silence de la confusion, le silence d'une femme comptant jusqu'à 10 avant de parler. Pour que les mots sortent précis. Il a poussé Chloé par terre? Oui, mémé. Un autre silence. 10 secondes. J'ai compté. Puis, Clara, j'ai besoin de te demander quelque chose. Toi et Chloé vivez-vous toujours dans la maisonnette derrière la maison? Oui. Et qui t'a dit que cette maison appartenait à ton père? Mon estomac s'est noué. Tout le monde dit que c'est à lui. Il en a hérité, n'est-ce pas? Le son que mémé Jeanne a fait n'était pas un rire. C'était le fantôme d'un rire. Je n'ai jamais transféré l'acte, ma chérie. Cette maison est toujours à moi. Chaque brique, chaque bardeau, chaque centimètre de cette maisonnette pour laquelle ton père te fait payer un loyer. Il vit dans ma maison depuis 15 ans et dit à tout le monde que c'est la sienne. Je me suis assise sur le bord de mon lit. La pièce a légèrement penché, comme lorsqu'un patient que vous pensiez stable ne l'est soudainement plus. Je vais appeler Antoine. Dit-elle. Tu te souviens d'Antoine Morel de ton université? Il gère ma succession. Je me souvenais d'Antoine. Avocat spécialisé en fiducie et succession. Discret,
minutieux, le genre d'avocat qui lit les notes de bas de page. Mémé, qu'est-ce que tu vas? Personne ne pousse mon arrière-petite-fille et continue de vivre dans ma maison. Personne. Elle a raccroché. Et la question que j'avais commencé à formuler depuis que la voix de mon père avait traversé cette porte, à qui appartenait vraiment cette propriété, venait de recevoir une réponse. Antoine Morel m'a appelé le lendemain matin à 8h15. Il n'a pas perdu de temps en bavardage. Les avocats qui gèrent les successions de femmes de 82 ans en mission n'ont pas le temps pour les plaisanteries. J'ai consulté les registres fonciers du comté en ligne hier soir. Dit-il. 14, allée des Tilleuls. L'acte est enregistré au nom de Jeanne Lefebvre. Il n'y a pas de transfert, pas d'acte de cession, rien. Votre père n'a aucune propriété légale de cette propriété. J'ai fixé le mur au-dessus de mon évier de cuisine, à une tache d'eau en forme de virgule que j'avais l'intention de repeindre depuis 3 ans. Il a été un occupant, a poursuivi Antoine, essentiellement un locataire sans bail. Et puisqu'il vous a fait croire que la maisonnette était sa propriété et a perçu un loyer de votre part, nous avons une situation. Quel genre de situation? Enrichissement sans cause. Vous avez payé un loyer à une personne qui n'avait aucun droit légal de le percevoir. 7 ans, 1100 € par mois. Clara, cela fait 92 400 €. J'ai posé mon café car ma main n'était pas assez stable pour le tenir. 92 400 €. J'ai fait le calcul différemment dans ma tête. C'était 7 ans de nuit de garde. C'était des jours fériés où j'ai travaillé pour que Chloé puisse avoir des cadeaux d'anniversaire. C'était la fois où j'ai pris un double service à Thanksgiving parce que le loyer était dû le premier et que mon compte courant n'avait que 800 € dedans. Tout cela payé à un homme qui ne possédait pas une seule brique de cette maison. Antoine m'a envoyé l'acte scanné par email 10 minutes plus tard. Je l'ai ouvert sur mon téléphone. Il était là, enregistré au bureau du greffier du comté en caractères noirs soignés. Jeanne Lefebvre, clair, permanent, indéniable. Je l'ai sauvegardé à 3 endroits. J'étais une infirmière aux urgences. Je documentais tout. Et je ne faisais que commencer. L'acte était la première fissure. La fiducie était le canyon. Antoine a rappelé cet après-midi-là. Il avait demandé les relevés de compte de la banque qui détenait le fonds d'éducation de Mémé Jeanne, une fiducie révocable qu'elle avait créée en 2016, financée avec 120 000 €, désignée pour le bénéfice éducatif de tous les arrière-petits-enfants de Jeanne Lefebvre. Elle avait nommé mon père comme fiduciaire parce qu'il était, selon ses mots, bon avec l'argent. Je pouvais entendre Antoine tourner les pages. Le solde initial était de 120 000 €, dit-il. Le solde actuel est de 11 340 €. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et je l'ai regardé. La façon dont vous regardez une machine qui vient de vous donner une lecture à laquelle vous ne faites pas confiance. Où est passé le reste? 14 retraits entre 2019 et 2024. Chacun d'eux est codé comme dépenses éducatives. Manon Thorntonnet. Il a fait une pause. Clara, Manon fréquente une école publique. Il n'y a pas de frais de scolarité. 18 660 € retirés au nom de la fille de Sophie pour une éducation qui était gratuite. J'ai pensé à la rénovation de la cuisine de Sophie il y a 2 ans, au voyage aux Maldives, aux sacs de créateurs qui sont apparus dans ses stories Instagram avec des légendes comme « Faites-vous plaisir » et « Parce que je le mérite ». Et Chloé, ai-je demandé. Il n'y a pas un seul retrait au nom de Chloé. Une autre pause, plus longue cette fois. En fait, Chloé n'est pas répertoriée comme bénéficiaire du tout. La fiducie dit tous les arrière-petits-enfants. Mais votre père en tant que fiduciaire ne l'a jamais ajouté. Il avait le devoir administratif de l'inclure. Il a choisi de ne pas le faire. 18 660 € envolés. Et le nom de ma fille n'était nulle part dans le document. Non pas parce qu'elle n'était pas éligible, mais parce que mon père s'en était assuré. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré, et pour la première fois depuis Noël, j'ai ressenti quelque chose de plus froid que la colère. Antoine a organisé une conversation à 3 ce soir-là, moi, lui et Mémé Jeanne. Je me suis assise à la table de la cuisine avec l'ordinateur portable ouvert et la porte de Chloé fermée, le son de son livre audio jouant doucement dans le couloir, un livre sur une fille qui se lie d'amitié avec un dragon, le genre d'histoire où les choses finissent bien. Antoine a expliqué tout à Mémé Jeanne. L'acte, le loyer, la fiducie, les 14 retraits, le bénéficiaire manquant.
Il parlait comme il le faisait toujours, neutre, précis, comme s'il lisait un rapport de laboratoire. Quand il a fini, Mémé Jeanne est restée silencieuse. J'ai regardé l'horloge sur le micro-ondes. 15 secondes. Je comptais à nouveau. Aux urgences, vous apprenez que le silence peut signifier deux choses, un patient en train de s'effondrer ou un patient décidant de se battre. Puis elle a parlé et sa voix était si calme qu'elle aurait pu givrer du verre. Antoine, j'ai besoin que 3 choses soient faites avant le nouvel an. Premièrement, geler la fiducie aujourd'hui. Plus aucun retrait par qui que ce soit. Deuxièmement, je veux une reddition de compte complète de Gérard. Chaque euro, chaque reçu, il a 30 jours. Troisièmement, préparer un amendement. Le seul bénéficiaire de la fiducie d'éducation à compter de maintenant est Chloé-Marie Lefebvre. Antoine a dit, oui, Mémé. Et la maison? Ils vivent dans ma maison depuis 15 ans sans me payer un centime et font payer un loyer à ma petite fille. Sa voix n'a pas tremblé. Elle s'est aiguisée. Donnez-leur un avis de 30 jours pour quitter les lieux. Courrier recommandé. J'ai commencé à dire quelque chose. Mémé, tu es sûre? Maman va. Elle m'a coupé. Ta mère a regardé un homme adulte pousser une enfant par terre, Clara, et elle a pris sa fourchette. Je suis sûr. J'ai entendu le clic de son raccrochage, net et définitif, comme la façon dont elle fermait la porte de sa classe après que le dernier élève soit sorti. La fiducie était gelée. L'horloge tournait, et je n'avais pas élevé la voix une seule fois. 29 décembre, 4 heures du matin. Chloé endormie, la maisonnette silencieuse, la table de la cuisine transformée en centre de commandement. Je suis infirmière de triage. Quand un traumatisme arrive, vous ne paniquez pas. Vous organisez. Vous évaluez ce qui saigne, ce qui est cassé, ce qui peut attendre et ce qui ne peut pas. Puis vous avancez tâche par tâche jusqu'à ce que le tableau soit clair. J'ai appliqué la même logique à mon père. Dossier 1, le dossier cartonné, copie physique. 3 photos imprimées de l'hématome de Chloé avec horodatage. Une copie imprimée du rapport médical de la docteure Dubois, la pédiatre de Chloé, qui documentait une contusion sur le bas du dos compatible avec un impact contondant contre le bord d'un meuble lors de notre visite du 26 décembre. Dossier 2, numérique, sauvegardé sur le cloud. Le document Google du journal d'incident, maintenant 23 pages couvrant 7 ans. 23 captures d'écran de messages textes de la nuit de Noël, chacun avec horodatage et nom d'expéditeur. Le mémo vocal de 47 secondes de mon père à la porte. 84 confirmations de virement totalisant 92 400 €. L'acte du compte est scanné. Les relevés de compte de fiducie montrant 14 retraits non autorisés. 7 éléments. 7 ans de silence organisé en preuve. J'ai appelé le bureau de la docteure Leroy à Annecy lorsqu'ils ont ouvert à 9 h, une psychologue pédiatrique spécialisée dans les enfants traitant des ruptures familiales. Premier rendez-vous disponible. 2 janvier. Antoine m'a envoyé 3 brouillons par midi, l'avis de 30 jours pour quitter les lieux, une lettre de mise en demeure pour une reddition de compte complète de la fiducie, l'amendement de fiducie nommant Chloé comme seule bénéficiaire, prêt pour la signature notariée de Mémé Jeanne. J'ai tout imprimé, empilé, agrafé. Puis je me suis assise sur ma chaise et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant dans cette maisonnette. Je ne demandais la permission à personne. Je ne marchais pas sur la pointe des pieds autour de l'ego de qui que ce soit. Je ne mesurais pas mes mots par rapport au coût du loyer. Pour la première fois en 7 ans, j'agissais, tout simplement. C'était comme respirer après avoir été sous l'eau. 30 décembre. L'appel que j'aurais dû faire 5 jours plus tôt. L'appel que j'aurais dû faire il y a des années, pour être honnête, mais c'est une autre forme de bilan. Antoine m'en avait parlé la nuit précédente. Un adulte a utilisé la force physique sur une enfant de 10 ans, la faisant tomber et subir des ecchymoses visibles. En vertu du droit, cela atteint le seuil d'un signalement à la protection de l'enfance, ASE. Vous pouvez déposer le signalement en tant que parent. Je me suis assise à la table de la cuisine à 10 h avec le numéro d'urgence écrit sur un pense-bête. Chloé était à l'autre bout de la maisonnette, assise en tailleur sur le tapis du salon, peignant un hibou des neiges avec ses aquarelles. Je pouvais voir l'arrière de sa tête de là où j'étais assise, cheveux bruns, encore ébouriffés par le sommeil, penchés en concentration.
J'ai composé le numéro. Ma main tremblait. Non par peur. Par le poids de cette année pressant sur un téléphone qui pesait 170 grammes. Signaler votre propre père au service de protection de l'enfance n'est pas quelque chose qu'il vous prépare à l'école d'infirmière. Ce n'est pas quelque chose que l'on vous prépare n'importe où. L'employée de l'accueil était patiente. J'ai donné les dates, les descriptions, le numéro de référence du rapport médical de la docteure Dubois. J'ai décrit l'hématome, la chaise, les 14 témoins qui n'ont rien fait. J'ai soumis une déclaration de suivi écrite par email cet après-midi-là avec les photos jointes. Dossier ouvert, numéro de confirmation enregistré, délai d'enquête, 30 à 45 jours. Un travailleur social contacterait Gérard Lefebvre pour un entretien. J'ai posé le téléphone, j'ai regardé à travers la pièce Chloé, qui tenait son pinceau à la lumière, vérifiant la couleur. Elle ne savait pas que je venais de faire cet appel. Elle n'avait pas besoin de le savoir. C'était mon travail. Faire les appels qu'elle ne pouvait pas faire, pour qu'elle puisse continuer à peindre des hiboux des neiges dans la sécurité d'une pièce chaude. Si jamais vous avez tenu un téléphone dans votre main sachant que vous auriez dû composer le numéro il y a des années, vous comprenez exactement ce que ce moment a coûté. Et j'ai besoin de vous dire, cette histoire est loin d'être terminée. Ce qui s'est passé ensuite est la partie que je n'arrive toujours pas à croire. Si vous êtes avec moi, cliquez sur s'abonner et laissez un commentaire. Qu'auriez-vous fait cette nuit de Noël? Continuons. Le réveillon du Nouvel An. Alors que la plupart des habitants de la région lyonnaise débouchaient du champagne et regardaient la boule se préparer à tomber, Antoine Morel se tenait au bureau de poste du centre-ville de Lyon. Tenant une enveloppe blanche estampillée des mots qui étaient sur le point de démanteler toute l'image de soi de mon père. Courrier recommandé, accusé de réception demandée. À l'intérieur, un avis formel de 30 jours pour quitter les lieux adressés à Gérard et Sylvie Lefebvre pour la propriété au 14, allée des Tilleuls. Le langage était propre, presque doux dans sa précision. Propriété appartenant à Jeanne Lefebvre. Aucun contrat de location n'existe entre les parties. Les occupants sont par la présente informés de quitter les lieux dans les 30 jours suivant la réception. Un huissier a livré un duplicata en personne cet après-midi-là. Mieux vaut prévenir que guérir. Antoine a dit, il ne faut pas lui laisser la possibilité de dire « je ne l'ai jamais reçu ». Une enveloppe séparée est partie le même jour. Une lettre de mise en demeure à Gérard Lefebvre en sa qualité de fiduciaire du fonds d'éducation Lefebvre, exigeant une reddition de compte complète de tous les retraits dans les 30 jours. La lettre faisait référence à un manquement au devoir fiduciaire dans un langage poli comme un scalpel est poli, techniquement civil, fonctionnellement dévastateur. À 15 heures, Antoine s'est rendu à la résidence Les Jardins de Séquoia. Mémé Jeanne a signé l'amendement de fiducie à la table de sa chambre, en présence d'Antoine et notarié par un notaire mobile. Seul bénéficiaire, à compter de maintenant. Chloé Marie Lefebvre. J'ai passé le réveillon du Nouvel An sur le canapé avec Chloé. Nous avons mangé du maïs soufflé et regardé le compte à rebours à la télévision. Elle s'est endormie avec sa tête sur mes genoux à 23h40, 20 minutes avant minuit. J'ai tiré une couverture sur elle et j'ai écouté le bruit étouffé des feux d'artifice venant de quelque part dans la rue. Est-ce que l'année prochaine sera meilleure, maman, avait-elle demandé avant de s'endormir. J'ai caressé ses cheveux. L'année prochaine sera la nôtre. Quelque part en ville, une lettre recommandée était assise dans la boîte aux lettres de mon père, tic-tac comme une horloge. 2 janvier. Antoine m'a envoyé un SMS à 10h09. Accusé de réception signée. 10h07. Il l'a reçu. 13 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Je n'ai pas eu besoin de regarder l'écran. Je pouvais sentir le motif de vibration. La façon dont vous sentez un système de tempête arriver. Lourd, électrique, inévitable. La voix de mon père est arrivée à un ton que je n'avais jamais entendu de lui auparavant. Pas le ton contrôlé du directeur de banque, pas la menace tranquille de la porte de la maisonnette. C'était quelque chose d'ouvert, de brut et de sauvage. Ta grand-mère est sénile. C'est ma maison. J'ai vécu dans cette maison pendant 15 ans. Elle est à moi. Tu as monté une vieille femme confuse contre sa propre famille, et je vais vous poursuivre en justice jusqu'au dernier. Je l'ai laissé finir. Alors vous devrez en discuter avec Antoine Morel. Son numéro est sur la lettre. J'ai raccroché. 10h35.
Autour de Sylvie. Les pleurs étaient déjà en cours quand j'ai décroché. Comment as-tu pu nous faire ça? Nous sommes tes parents. Nous t'avons accueilli quand tu n'avais rien. Nous t'avons laissé vivre dans la maisonnette. Nous. Vous m'avez fait payer un loyer pour une maison qui n'était pas la vôtre. J'ai tous les reçus de virement. J'ai raccroché. 11 heures. Sophie. J'ai vu le nom sur l'écran et j'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Le message était de 40 secondes de menaces concernant les avocats, la maltraitance des personnes âgées et la façon dont j'allais payer pour cela. Je l'ai sauvegardé, classé, et je suis passé à autre chose. Cet après-midi-là, Antoine m'a dit que Gérard avait appelé Mémé Jeanne directement, lui avait crié dessus pendant 4 minutes. Mémé Jeanne a attendu qu'il finisse, puis a dit de la même voix qu'elle avait utilisée pour calmer une classe d'enfants de 8 ans, « J'ai 82 ans, Gérard. Pas idiote. Tu as 29 jours. » Elle a raccroché la première. Les appels n'ont pas fonctionné, alors ils ont changé de tactique. La première semaine de janvier, Sophie a envoyé un message de groupe à tous les proches de la famille. 23 personnes, y compris des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis qu'ils avaient voté pour le président précédent. Je le sais parce que ma cousine Rachel me l'a transmis dans l'heure avec un seul commentaire, « Je pensais que tu devrais voir ça. » Le texte disait, « Je voulais juste que tout le monde sache ce qui se passe. » Clara manipule Mémé Jeanne, qui, comme beaucoup d'entre vous le savent, décline mentalement. Elle essaie de voler la maison de famille et de monter Mémé contre maman et papa. Mémé a des signes de démence et ne comprend pas ce qu'elle signe. Veuillez l'appeler et la raisonner avant que cela n'aille plus loin. Cela brise le cœur de maman. Chaque phrase, un mensonge aplati et lissé. La façon dont vous repassez un pli dans une chemise que vous voulez avoir l'air respectable. J'ai pris une capture d'écran, je l'ai classée. Puis ma tante Nicole a appelé. Nicole, qui m'avait envoyé un message le soir de Noël pour dire que Gérard ne le pensait pas, d'être la personne la plus raisonnable. Sa voix était prudente maintenant. Testant. Clara, est-ce vrai que tu essaies de mettre tes parents à la porte de leur maison? Ce n'est pas leur maison, tante Nicole. C'est celle de Mémé Jeanne. Papa a menti et il a poussé Chloé. Gérard ne ferait jamais ça. J'ai un enregistrement. Silence. Et ensuite. Je lui ai envoyé le mémo vocal de 47 secondes, celui avec ma propriété et pas de notre sang et ingrate. Je n'ai rien dit d'autre. Je l'ai juste envoyé et j'ai attendu. 3 minutes plus tard, Nicole a répondu par 2 mots. Oh mon Dieu. 2 de mes cousins m'ont retiré de leur liste d'amis sur Facebook cette semaine-là. Ma grand-tante Patricia a envoyé un message qui disait « Tu déchires cette famille à cause d'une chaise ». Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas posté. Je n'ai pas argumenté. Sophie avait envoyé un message à 23 personnes. J'ai envoyé un enregistrement à une personne. Les preuves n'ont pas besoin d'un public. Elles ont besoin des bonnes oreilles. 2 janvier, le jour même où mon père a reçu la lettre et a commencé à crier. Alors qu'il appelait des avocats et menaçait de procès, j'étais dans une salle d'attente à Annecy avec des magazines de 2022 et un aquarium qui fredonnait comme une application de méditation. Chloé était derrière la porte fermée avec la docteure. Le roi. 45 minutes. Je me suis assise sur la chaise en vinyle bleu et j'ai regardé le poisson, un gros orange tournant en rond, et j'ai essayé de ne pas penser à ce que ma fille pouvait dire à l'intérieur. Lorsque la porte s'est ouverte, la docteure. Le roi a demandé à Chloé de choisir un autocollant dans la boîte au trésor dans le coin, puis s'est avancée dans le couloir avec moi. Elle était petite, posée, le genre de personne qui parle comme si chaque mot avait été pesé sur une balance d'abord. Chloé m'a demandé quelque chose aujourd'hui, dit-elle. Elle m'a demandé si elle est réelle. J'ai senti le sol pencher. Elle dit que son grand-père lui dit qu'elle n'est pas une vraie petite fille depuis des années. Pas seulement à Noël. Elle dit que les autres enfants lors des événements familiaux le répètent. Pas réel, pas de notre sang, pas l'une des nôtres. Elle porte cela depuis beaucoup plus longtemps que vous ne le pensez. J'ai pressé mon dos contre le mur du couloir. Le néon bourdonnait au-dessus de nous. Elle est résiliente, a dit la docteure. Le roi. Mais elle a besoin d'entendre par les actions autour d'elle, pas seulement par les mots, qu'elle appartient. Elle le fera, ai-je dit. Je le promets.
Sur le chemin du retour, Chloé était assise sur le siège arrière, décollant les bords de son autocollant, un tricératops violet. La docteure. Le roi m'a dit que les sentiments ne sont ni faux ni justes. Ils sont tout simplement, a-t-elle dit sans lever les yeux. C'est vrai, ma puce. Alors, est-ce que c'est bien que je sois en colère contre papy? C'est absolument bien. Elle a hoché la tête et est retournée à son autocollant. J'aurais pu la protéger d'une poussée. Je l'avais fait, mais je ne l'avais pas protégée des mots. Les années d'érosion silencieuse et quotidienne qui lui ont appris à se demander si elle était réelle. Cet échec s'est assis dans ma poitrine comme une pierre. Et j'ai juré là, sur l'autoroute à 42, avec le chauffage soufflant et l'autocollant de Tricératops à moitié décollé, que ce serait la dernière fois que j'étais en retard. 15 janvier. La date limite de reddition de compte a sonné comme un minuteur dans une pièce vide. Antoine a appelé à 16 heures. Sa voix avait le ton plat particulier d'un homme qui s'attendait exactement à cela. Aucune réponse de votre père. Aucune reddition de compte, aucun reçu, aucune communication de son avocat, s'il en a un. La fenêtre de 30 jours pour la reddition de compte de la fiducie est fermée. J'étais dans la salle de pause à l'hôpital, toujours en tenue de bloc, mangeant une barre de céréales qui avait le goût de surpressé. Par la fenêtre, je pouvais voir le parking saupoudré de vieille neige, gris et piqué. Que se passe-t-il maintenant? En vertu du statut, un fiduciaire qui ne fournit pas une reddition de compte sur demande du donateur ou d'un bénéficiaire peut être révoqué par le tribunal judiciaire. Je dépose une pétition demain pour révoquer Gérard en tant que fiduciaire du Fonds d'éducation Lefebvre et demander un audit ordonné par le tribunal de tous les décaissements. J'ai laissé cela s'installer. Un audit ordonné par le tribunal. Chaque retrait, chaque fausse dépense éducative, chaque euro qui est allé aux Maldives, au granit de cuisine et au sac de créateur, tout cela tiré à la lumière sous serment. Une autre chose, a dit Antoine. Sophie a retenu un avocat. Il m'a appelé ce matin. Officieusement, et je veux dire vraiment officieusement. Il m'a dit que sa position est, je cite, extrêmement faible, et il lui a conseillé de régler à l'amiable. J'ai failli sourire. Presque. Et la maison? L'avis de 30 jours a été signifié le 31 décembre. Ils ont jusqu'au 30 janvier pour quitter les lieux. S'ils ne le font pas, nous déposons une action en expulsion. Mais Clara, je ne pense pas que cela en arrivera là. Votre père est un homme qui ne peut pas se permettre d'avoir une expulsion sur le registre public. Sa fierté ne le laissera pas en arriver là. J'ai regardé le calendrier sur le mur de la salle de pause. Quelqu'un avait dessiné un smiley sur le 30. 15 jours. Après 15 ans de mensonges, mon père avait 15 jours. 18 janvier, 3 jours avant la réunion de famille de Mémé Jeanne et 12 jours avant la date limite de libération des lieux, ma mère est venue seule à la maisonnette. Pas d'appel préalable, pas de SMS, juste le crissement de ses bonnes chaussures sur le chemin de gravier gelé, puis un coup. Pas l'agression à paume plate que mon père avait utilisée, mais quelque chose de plus doux, hésitant, le coup d'une femme qui avait pratiqué ce qu'elle allait dire dans la voiture. J'ai ouvert la porte. Chloé était à l'école. La maisonnette sentait le pain grillé brûlé et la prise parfumée à la lavande que Chloé avait choisie au magasin à 1 euro. Les yeux de Sylvie étaient rouges. Ses mains étaient jointes devant elle, comme elle l'était toujours quand elle voulait que vous voyiez sa souffrance avant qu'elle ne fasse sa demande. Clara, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée au deuxième mot. Je t'en supplie. Laisse tomber tout ça. Ton père a des douleurs à la poitrine. Il ne peut pas dormir. Il ne mange pas. Je lui parlerai de Chloé. Je te le promets. Arrête juste les lettres. Arrête les avocats. Nous pouvons régler ça en famille. Il était là. Le mot famille, chargé et visé, comme il l'était toujours. Maman, lui as-tu parlé de Chloé ces 7 dernières années? Quand il l'appelait la gamine? Quand il a sauté son anniversaire? Quand il n'a pas mis son nom dans la fiducie? Ce n'est pas un mauvais homme. Il juste. Il a poussé ma fille par terre. Tu as regardé. Tu as pris ta fourchette. Elle a tressailli. Les larmes sont venues plus fortes. Où irons-nous, Clara? Où allons-nous vivre? Ce n'est plus mon problème à résoudre. Vous aviez 7 ans de mon loyer pour économiser. Elle est restée là un instant de plus, attendant,
je pense, la version de moi qui allait céder. Cette Clara était partie. J'ai fermé la porte, je me suis appuyé contre elle, j'ai pressé mes paumes à plat contre le bois. Mes mains tremblaient, non par faiblesse, mais par l'effort physique de ne pas ouvrir cette porte à nouveau. 20 janvier, résidence Les Jardins de Séquoia. La salle communautaire au 2e étage, carrelage en linoléum, néon, une longue table pliante qui accueillait probablement le bingo le mardi. Cela sentait le café institutionnel et le nettoyant pour sol au citron. Mémé Jeanne avait passé les appels elle-même, chacun bref, chacun identique, j'ai besoin de vous à Maplewood samedi à 14h. Ce n'est pas facultatif. Quand je suis entré, Antoine était déjà là. Blazer bleu marine, sac d'ordinateur portable, la compétence tranquille d'un homme qui avait déjà fait cela. Il connectait son ordinateur portable à la télévision murale qui montrait habituellement les prévisions météorologiques et les horaires des repas. Je me suis assise à 3 chaises de l'extrémité, j'ai posé mes mains sur la table. Je n'ai pas apporté le dossier cartonné. Je n'en avais pas besoin. Ce n'était pas ma réunion. Ils sont arrivés un par un. Tante Nicole, les lèvres serrées, agrippant son sac à main. 2 cousins, Derek et Nat, qui m'avaient retiré de leur liste d'amis sur Facebook, mais n'ont apparemment pas pu retirer Mémé Jeanne. Sophie avec des lunettes de soleil à l'intérieur comme si elle arrivait à une déposition qu'elle n'avait pas étudiée. Gérard et Sylvie sont venus en dernier. Mon père est entré de la façon dont il est entré dans tout, le menton levé, les épaules en arrière, la posture d'un homme qui a passé 30 ans derrière un bureau devant lequel les gens devaient se tenir. Sylvie le suivait, pleurant déjà doucement. Puis Mémé Jeanne a été poussée vers le bout de la table. Elle portait un cardigan gris boutonné jusqu'en haut, ses lunettes de lecture accrochées à une chaîne. Devant elle sur la table se trouvait un dossier cartonné identique à celui que je gardais à la maison. Gérard s'est assis, le visage rouge. « Maman, c'est ridicule. Quoi que Clara t'ait dit. Assieds-toi, Gérard. » Sa voix a coupé la pièce comme une règle sur un bureau. J'ai quelque chose à montrer à tout le monde. Antoine a ouvert son ordinateur portable. L'écran de la télévision a clignoté et la pièce est devenue très, très silencieuse. C'est le moment. Tout ce que Clara a documenté, chaque capture d'écran, chaque reçu, chaque enregistrement qu'elle a classé au lieu de riposter, tout mène droit ici, dans cette pièce. Si vous êtes sur le bord de votre siège, cliquez sur le bouton j'aime et dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous que Gérard va enfin faire face à ce qu'il a fait? Restez avec moi. Mémé Jeanne a parlé de la façon dont elle enseignait, lentement, clairement, avec la patience de quelqu'un qui sait que la classe ne va pas aimer la leçon. Il y a 15 ans, j'ai permis à Gérard et Sylvie de s'installer dans ma maison, allée des Tilleuls. C'était une gentillesse, pas un transfert. Elle a fait un signe de tête à Antoine. Il a placé une feuille imprimée devant chaque personne à table. Ceci est le registre foncier du comté pour le 14, allée des Tilleuls. Le propriétaire aujourd'hui, comme il l'est depuis 1987, est Jeanne Lefebvre. Moi. La mâchoire de Gérard a bougé, mais rien n'est sorti. La couleur quittait son visage comme la chaleur quitte une pièce quand vous ouvrez une fenêtre en janvier. Il y a 10 ans, a poursuivi Mémé Jeanne, j'ai créé une fiducie d'éducation pour tous mes arrière-petits-enfants, tous. J'ai nommé Gérard comme fiduciaire parce que je lui faisais confiance. Elle a fait une pause sur le mot confiance comme vous faites une pause sur une fissure dans la glace. Antoine a appuyé sur une touche. L'écran de la télévision s'est éclairé avec un relevé bancaire, des rangées de transactions, des dates, des montants soigneusement surlignés en jaune. Ce sont les enregistrements de retrait de cette fiducie. 14 retraits sur 5 ans. Total 18 660 €. Chacun d'eux étiqueté dépenses éducatives. Manon Lefebvre. Elle s'est tournée vers Sophie. Les lunettes de soleil de Sophie étaient enlevées maintenant. Son visage avait la couleur et la texture du lait écrémé. Manon va à l'école publique. Sophie, il n'y a pas de frais de scolarité. La pièce a fait un bruit, pas un halètement, plus comme l'inspiration collective de 6 personnes comprenant quelque chose en même temps. Mémé Jeanne s'est retournée vers la table. Sa voix n'a pas tremblé. Et Chloé Lefebvre, mon arrière-petite-fille, la fille de Clara, n'a jamais été ajoutée comme bénéficiaire. Non pas parce qu'elle n'était pas éligible, mais parce que Gérard, en tant que fiduciaire, a décidé qu'elle ne faisait pas partie de la famille.
Elle a laissé ce mot planer dans l'air, famille. Comme un clou enfoncé au centre de la table. Gérard s'est levé. La chaise derrière lui a grincé sur le linoléum. J'allais transférer l'acte. Je gérais la fiducie correctement. Sophie avait besoin d'argent pour l'enrichissement de Manon, et j'ai pris une décision en tant que fiduciaire. Et montrez-moi un seul reçu de frais de scolarité, a dit Mémé Jeanne. La pièce a retenu son souffle. Montrez-moi une seule facture, une seule lettre d'inscription, une seule ligne qui prouve que 18 660 € sont allés à l'éducation de cet enfant. Rien. La bouche de Gérard s'est ouverte et fermée. Il a regardé Sophie. Sophie a regardé ses mains. Maman. Sophie a commencé. Dis-lui. C'était pour des activités et du tutorat et des programmes d'enrichissement. Sylvie n'a rien dit. Elle a regardé les mains jointes sur ses genoux de la même manière qu'elle avait regardé son assiette la nuit de Noël. Certaines personnes ont une seule réponse à tout. La sienne était de disparaître. Puis tante Nicole a parlé. Elle était assise à l'extrémité de la table, silencieuse depuis son entrée. Et quand sa voix est sortie, elle était basse et tremblante. Non pas de larmes, mais du genre de colère qui vient quand vous réalisez que l'on vous a menti et que vous avez défendu le menteur. Gérard, tu m'as dit que Clara était le problème. Tu nous l'as dit à tous. Tu as dit qu'elle était amère et dramatique et qu'elle montait mémé contre la famille. Elle a brandi le relevé bancaire. Ce n'est pas de l'amertume. C'est du vol. Derek et Nat se sont levés sans un mot et sont sortis. La porte a claqué derrière eux. Ils ne l'ont pas claquée. Ils n'en avaient pas besoin. Antoine a parlé ensuite, sa voix neutre et professionnelle comme un dépôt au tribunal. Pour le compte rendu, Madame Lefebvre a amendé la fiducie d'éducation. La seule bénéficiaire est maintenant Chloé-Marie Lefebvre. Madame Lefebvre a également émis un avis de 30 jours pour quitter la propriété, allée des Tilleuls. Une pétition pour révoquer Gérard Lefebvre en tant que fiduciaire a été déposée auprès du tribunal judiciaire. Gérard s'est assis lentement comme un homme dont les jambes avaient cessé de faire leur devoir. Ses mains reposant sur la table tremblaient. La pièce était silencieuse de la façon dont une pièce est silencieuse après que quelque chose se soit cassé. Pas paisible, pas résolu, juste vide de tout sauf du son des néons bourdonnant au-dessus. Mémé Jeanne s'est tournée vers moi. Sa main, petite et nouée par l'arthrite, reposait près de mon bras sur la table. « As-tu quelque chose à dire, ma chérie ?» Je n'avais pas prévu de parler. J'étais venu pour écouter, pour regarder, pour laisser les documents faire ce que les documents font quand les gens ont passé des années à mentir sans eux. Mais ma grand-mère a demandé, et je me suis levé, et les mots sont sortis de la façon dont ils attendaient de sortir depuis 7 ans. Pas fort, pas rapide, juste clair. J'ai regardé mon père. J'ai passé 7 ans à essayer de gagner une place à votre table pour ma fille. Elle vous a dessiné une peinture cette nuit-là. Elle s'appelait Notre Noël en famille. Elle vous a dessiné tous dedans, et vous l'avez jetée d'une chaise pour cela. J'ai regardé ma mère. Je vous ai payé 92 400 € de loyer pour une maison que vous ne possédiez pas. Et quand votre mari a poussé mon enfant par terre, vous avez pris votre fourchette. J'ai regardé Sophie. Tu as pris 18 660 € qui étaient destinés à l'éducation de ma fille. Et puis tu as envoyé un message de groupe à 23 personnes en leur disant que c'était moi qui volais. J'ai arrêté, j'ai laissé le silence s'installer. Je ne demande pas d'excuses. J'ai arrêté d'en attendre il y a longtemps. J'ai regardé mon père une dernière fois. Je ne négocie pas avec des gens qui poussent des enfants. Chloé et moi, c'est fini. Je me suis assise. Sous la table, la main de Mémé Jeanne a trouvé la mienne. Elle a serré une fois, ferme, délibérée, la poigne d'une femme qui avait élevé 2 générations et n'avait pas encore fini. Personne dans cette pièce n'a dit un mot. Les 10 jours suivants se sont déroulés avec la certitude lente et grinçante du travail de paperasse. 30 janvier, jour de libération des lieux. Antoine l'a confirmé par SMS à 18 h. Ils sont partis, confirmé avec le voisin. Camion de déménagement parti à 16 h. Gérard et Sylvie ont déménagé dans un appartement de 2 chambres à Villeurbanne. 1800 € par mois. Le premier chèque de loyer que l'un d'eux avait écrit en 15 ans. Mon père n'a pas résisté. Antoine avait raison.
Gérard Lefebvre était un homme qui avait passé sa vie à construire une image, et un dossier d'expulsion sur le registre public l'aurait fissuré comme un marteau à travers une fenêtre. Il est parti tranquillement. C'était la plus grande dignité qu'il ait montrée depuis des mois. La deuxième semaine de février, le tribunal judiciaire a accordé la pétition pour révoquer Gérard en tant que fiduciaire. L'ordonnance du juge faisait 3 pages et incluait la phrase manquement à l'exécution des devoirs fiduciaires. Antoine Morel a été nommé fiduciaire successeur par Mémé-Jeanne. Solde de la fiducie au moment du transfert, 11 340 € plus un dépôt de 40 000 € provenant des économies personnelles de Mémé-Jeanne. Le fonds d'éducation de Chloé, 51 340 €. Son nom enfin sur la première page. La 3e semaine de février. L'enquête de la SEC conclut. Conclusion indiquée. Le rapport de la travailleuse sociale a documenté le contact physique, l'hématome, le rapport médical et les 14 témoins qui n'ont rien fait. Gérard a été mandaté pour suivre un programme de gestion de la colère. Le non-respect pourrait entraîner une ordonnance de contact restreint. Antoine a envoyé une demande finale à mon père. Remboursement de 14 200 €, 12 mois de loyer, le maximum recouvrable en vertu de l'accord de règlement que Mémé-Jeanne a accepté pour y mettre fin proprement. Gérard avait 60 jours. Le chèque de banque est arrivé en 43 jours, 14 200 €. Cela ne remplacerait pas ce que ces années ont coûté, mais cela mettrait 6 mois de loyer dans un compte d'épargne au nom de Chloé. Sophie a tenu plus longtemps que mon père, mais les preuves ne se soucient pas de l'entêtement. La première semaine de mars, Antoine, en sa qualité de fiduciaire successeur, a envoyé une demande formelle à Sophie Lefebvre, remboursement de 18 660 € de retrait de fiducie non autorisé. La lettre décrivait 2 options. Option 1, remboursement intégral selon un calendrier convenu. Option 2, un procès civil intenté par la fiducie pour manquement au devoir fiduciaire avec Gérard nommé comme codéfendeur pour avoir autorisé les décaissements et potentiellement un signalement de fraude pour avoir fait passer des dépenses personnelles pour des frais d'éducation. L'avocat de Sophie a appelé Antoine dans les 48 heures. Ils ont réglé à la mi-mars. 60 000 € payables à 2 500 € par mois sur 24 mois. Ce n'était pas le montant total, mais Mémé-Jeanne l'a approuvé. Je veux que l'argent revienne à Chloé. Elle a dit à Antoine, je ne veux pas de guerre. Les guerres sont chères et elles cassent les choses que vous essayez de sauver. Chaque paiement mensuel irait directement au fonds d'éducation de Chloé. J'ai entendu par tante Nicole, qui avait tranquillement cessé de répondre aux appels de Sophie, que Sophie avait vendu son Lexus et l'avait remplacé par une Honda d'occasion. Le voyage d'été aux Maldives a été annulé, et Kevin, le mari de Sophie, avait apparemment découvert l'étendue des retraits pour la première fois lorsque la lettre de mise en demeure est arrivée. Tante Nicole a dit que le mot qu'il avait utilisé était pris de court. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Je veux être honnête à ce sujet. Je n'ai pas ressenti la poussée que les gens dans les films ressentent lorsque le méchant tombe. Je me suis senti fatigué et je me suis senti lucide. Et j'ai ressenti quelque chose de proche du soulagement. La façon dont vous vous sentez lorsqu'un os est enfin remis après des semaines de marche dessus. Faux. J'ai dit à Antoine la même chose que je m'étais dite. Je ne veux pas que Sophie souffre. Je veux que Chloé ait ce qui a toujours été à elle. 14 mars. Antoine a envoyé l'email en mon nom. Un paragraphe adressé à Gérard, Sylvie et Sophie. Propre comme une note chirurgicale. Je vous demande de n'avoir aucun contact direct avec moi ou avec ma fille, Chloé, jusqu'à nouvel ordre. Toute communication nécessaire doit être adressée à mon avocat, Antoine Morel, à l'adresse et au numéro ci-dessous. Je n'ai pas expliqué pourquoi. Je n'ai pas énuméré de griefs. Je n'ai pas laissé la porte ouverte avec des phrases comme peut-être un jour ou quand nous serons tous prêts. J'ai juste tracé la ligne et je me suis tenu derrière elle. Gérard a répondu par courrier, pas par Antoine, pas par email, mais par une lettre manuscrite glissée dans la boîte aux lettres de la maisonnette. J'ai reconnu l'écriture, la même inclinaison nette qu'il utilisait sur les cartes d'anniversaire quand il se souvenait de les envoyer. 4 lignes. Tu as détruit cette famille. J'espère que tu es fier de toi. Ta mère pleure toutes les nuits. Ce n'est pas fini. Je l'ai lu une fois, je l'ai plié, je l'ai placé dans le dossier cartonné, je n'ai pas répondu. En avril, Sylvie a envoyé une carte d'anniversaire à Chloé, enveloppe rose. À l'intérieur, 3 mots dans son écriture bouclée. Affectueusement,
Mamie est aucune mention de Noël. Aucune mention du sol. Aucune mention de quoi que ce soit qui nécessiterait de reconnaître ce qui s'était passé. J'ai tenu la carte pendant longtemps, assise sur le bord de mon lit après que Chloé se soit endormie. Une partie de moi voulait la lui donner. La partie de moi qui avait passé 7 ans à croire que toute connexion valait mieux qu'aucune. Je l'ai mise dans un tiroir à la place. Pas pour toujours, juste pas encore. Le non-contact n'était pas une punition. Je veux être clair à ce sujet. C'était la première limite que j'avais jamais tracée que j'ai réellement gardée. Ce n'était pas un mur construit à partir de la colère. C'était une porte fermée doucement avec une serrure dont j'ai choisi de ne pas donner la clé. Comme le masque à oxygène dans un avion. Vous mettez le vôtre d'abord pour pouvoir respirer assez longtemps pour aider la personne à côté de vous. Mais la région lyonnaise en mai sans la boue et l'herbe coupée et la douceur particulière des fleurs de pommier s'ouvrant le long des clôtures sur l'allée des Tilleuls. Nous avons emménagé dans la maison principale le premier samedi du mois. Mémé Jeanne a insisté. C'est ta maison maintenant, a-t-elle dit quand j'ai essayé de discuter. Ça aurait toujours dû l'être. Antoine s'occupait du transfert de l'acte, un acte de donation de Jeanne Lefebvre à Clara Lefebvre, propre et légal et réel. Après 15 ans de mon père la plus ancienne, la maison appartiendrait à quelqu'un qui n'avait jamais prétendu posséder quelque chose qu'elle n'avait pas. Chloé a choisi la chambre à l'étage avec la fenêtre donnant sur le jardin arrière. Elle est restée dans l'embrasure de la porte pendant une minute complète, juste à regarder. C'était 3 fois la taille de sa chambre dans la maisonnette. La lumière se déversait à travers la vitre et frappait le parquet en larges bandes jaunes. « C'est à moi », a-t-elle dit. « C'est à toi. » Elle a accroché une seule chose au mur ce premier jour. La peinture. Notre Noël en famille. L'aquarelle de cette nuit-là. Les bords d'où elle avait heurté le sol. Un coin légèrement froissé d'avoir été transporté à la voiture dans le froid. Elle l'a lissé à plat et a pressé un morceau de ruban adhésif sur chaque coin. Elle voyait toujours la docteure. Le roi toutes les 2 semaines. Un après-midi de fin mai, elle est sortie de sa séance et m'a dit sur le parking avec le soleil sur son visage et son sac à dos pendant d'une épaule, « La docteure. Le roi dit que je n'ai pas à gagner mon appartenance. J'appartiens, c'est tout. » J'ai pleuré juste là à côté de la voiture en plein jour pour la première fois depuis Noël. Mémé Jeanne rendait visite tous les dimanches. Elle cuisinait, elle peignait, elle lisait ensemble sur le porche pendant que les abeilles travaillaient le jardin. Jeanne l'appelait ma fille. Chloé l'appelait arrière-grand-mère Jeanne. Le fonds d'éducation s'élevait à 51 340 €, augmentant de 2 500 € chaque mois. Assez au moment où Chloé aurait 18 ans, pour un avenir qu'elle pourrait choisir elle-même. Juin, un mardi soir, assez chaud pour laisser la fenêtre de la cuisine ouverte. J'étais à la cuisinière, cuillère en bois à la main, de la vapeur s'élevant d'une casserole des pâtes que Chloé aimait, le genre avec les petits nœuds papillons parce qu'elle disait qu'ils ressemblaient à des papillons. Le jardin arrière était doré, les bouleaux attrapant le dernier de la lumière. Un cardinal sur le poteau de clôture, la tête inclinée, ne regardant rien. Chloé est entrée du salon en courant, les chaussettes glissant sur le parquet, et a enroulé ses bras autour de ma taille par derrière. Elle a pressé son visage contre mon dos, et je l'ai senti respirer. « Maman, est-ce que je suis vraiment à toi pour toujours ?» La question, la même qu'elle avait posée 100 fois. Celle à laquelle j'avais toujours répondu de la même manière, pour toujours et à jamais. Rapide, automatique, un réflexe comme attraper une balle. Mais cette fois, j'ai baissé le brûleur. J'ai posé la cuillère sur le comptoir. Je me suis accroupi jusqu'à ce que nous soyons face à face, ses mains dans les miennes, et je lui ai donné une réponse différente. Tu es à moi, et je suis à toi. Et cette maison est à nous et personne n'a le droit de te dire le contraire. Elle a souri. Pas le sourire prudent qu'elle utilisait à la table de mon père, celui qui demandait la permission. Un vrai sourire, large et sans défense, le genre qui commence dans les yeux et ne s'arrête pas. Je n'avais pas vu ce sourire depuis avant Noël. Plus tard, après qu'elle se soit endormie, je suis passé devant sa chambre. La porte était entr'ouverte. La lumière du couloir tombait sur le mur où était accrochée la peinture. Notre Noël en famille. Mais elle était différente maintenant. Elle y avait ajouté de nouvelles figures à la gouache vive à côté des Clara et Chloé originales.
Une petite femme en fauteuil roulant. Mémé Jeanne. Une dame aux cheveux foncés. La docteure. Le roi. Un homme en blazer bleu. Antoine. Les gens qui se sont montrés. Les gens qui sont restés. Les gens qui ne lui ont jamais demandé de prouver qu'elle était réelle. Pas de Gérard. Pas de Sylvie. Pas de Sophie. Une famille plus petite. Une plus vraie. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte et j'ai écouté ma fille respirer dans une pièce qui était la sienne, dans une maison qui était la nôtre. Dans une vie que nous avions construite, non pas à partir du silence, mais à partir du moment où je l'ai finalement brisée. La famille n'est pas les gens qui vous ont donné une chaise à leur table. Ce sont les gens qui ne vous enlèveraient jamais la vôtre. C'est mon histoire. La mienne est celle de Chloé. Si vous avez déjà eu à choisir entre garder la paix et assurer la sécurité de votre enfant, j'espère que cela vous a donné la permission de choisir votre enfant à chaque fois.